Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Emmanuel Macron qui fait passer sa fameuse loi sur l'activité et la croissance malgré les oppositions fortes et les modifications de son texte. Marque-t-il de son sceau le quinquennat de François Hollande? Le ministre a-t-il réussi en moins de 6 mois ce que son prédécesseur, Arnaud Montebourg, défenseur du patriotisme économique, n'a pu imposer en 2 ans? Le trentenaire social-libéral n'appartient pas, comme son aîné, le quinquat, à la génération perdue, celle des Valls, Montebourg, Hamon, qui sont objets de leur époque avant d'en être les acteurs, et décrit comme tel par Claude Askolovitch dans son livre « Les grands garçons, Valls, Montebourg, Hamon » qui vient de paraître chez Plomb. Bonjour Claude Askolovitch. Bonjour. Dans votre livre, vous décrivez ces personnalités, leurs liens personnels, leurs liens politiques. Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, ces grands garçons de 50 ans qui s'opposent, qui s'aiment, qui se trahissent, parce qu'après tout, c'est la politique. Mais au final, vous dites, c'est la génération perdue. Au final, c'est toujours François Hollande qui gagne à la fin. C'est comme en football. Hollande ou Manuel Valls si on fait la course entre les trois. Vous avez des gens qui ont mon âge. Je suis leur contemporain. J'ai connu certains d'entre eux il y a très longtemps, déjà. Dans nos jeunes années, sur les bancs des universités ou plutôt à côté. C'est une génération effectivement totalement perdue. L'expression n'est pas que de moi. À la fin août, quand Manuel Valls chasse de son gouvernement Montebourg, Filippetti. C'est là que cette génération perdue se révèle, c'est ce que vous dites dans votre livre. Paradoxalement, mais quand il est chasse du gouvernement Montebourg, Hamon et Filippetti, il est en train d'engueuler Aurélie Filippetti et lui dit on est vraiment une génération perdue. Vous faites tous n'importe quoi. Ce sont des gens qui sont arrivés à l'âge, on va dire pré-adulte. Ils avaient 20 ans quand Mitterrand prenait le pouvoir, pas Filippetti, elle est plus jeune, et qui n'ont jamais pris le pouvoir, qui ont été dans l'attente, et dans l'attente perpétuelle, qui ont été écrasés par les gens qui étaient juste au-dessus d'eux. Hollande en est de l'incarnation, mais ça, c'est des destins individuels. Ils ont surtout été écrasés idéologiquement pendant des années. C'est 30 ans d'une gauche qui ne se trouvait pas, qui ne se renouvelait pas, qui ne choisissait pas entre Blair et l'altermondialisme. Qui était incapable d'admettre ce qu'elle était devenue, c'est-à-dire une gauche de droite, c'est-à-dire une gauche libérale, pour le meilleur si on est d'accord, pour le pire si on ne l'est pas. Notre ami Bernard Maris n'était pas d'accord, d'autres le sont. Mais elle ne s'assumait pas, cette gauche-là, alors, en tout cas. Elle se racontait une histoire. Valls et Montebourg n'ont pas toujours été d'accord. Ils ont au moins un mérite. Ils disent les choses, qu'on soit d'accord avec eux ou en désaccord. Ils ont essayé d'affirmer des positions politiques. Hollande, pendant des années, à la tête du PS, était celui qui voulait que rien ne se passe, que rien ne se dise. Il avait pris la succession de Jospin, qui était exactement dans la même épure. Il gouvernait pas mal, Jospin, quand il était Premier ministre, mais il n'admettait pas que la gauche avait changé. Donc ce sont des gens qui ont piaffé, qui pour certains sont devenus littéralement dingues sans guillemets pratiquement. Vincent Peillon, qui était ministre de l'Éducation, qui est un des hommes les plus intelligents, les plus politiques, les plus structurés idéologiquement de cette génération, qui rêvait de faire de la philosophie en politique au sens noble du terme, a en même temps été contraint pratiquement toute sa vie politique durant à faire des magouilles politiques d'appareil qui ont fini par le dissocier complètement. Quand enfin il est arrivé au pouvoir, il était épuisé. Et donc, épuisé avant d'avoir fait quoi que ce soit, donc. Et la différence avec Macron, les trentenaires sont en pleine forme. Ils ne se posent aucune question, ils n'ont pas le moindre doute, ils ne sont pas nés sous Mitterrand. Comment vous l'expliquez, ça? Simple, pas d'histoire, pas de surmoi. Donc ils ont leur chance, pas de surplomb. Quelque part. C'est-à-dire que Hollande... Najat Vallaud-Belkacem, Emmanuel Macron, Gaspard Ganzner, directeur de la com de l'Élysée aujourd'hui. Qui organise des séances photos avec la Nouvelle Obs. Ce sont des gens, on va mettre Macron à part, mais on en reparlera. Ce sont des gens qui n'ont pas eu à assumer les transformations de la gauche. Ils ont grandi dans une gauche qui est spontanément libéral, ils peuvent le dire. La génération de Valls, qui est le seul qui s'en sort, parce qu'il était le plus dur, le plus politique, parce qu'il s'est accroché à l'idée que gouverner suffisait, sans état d'âme. Puis après, on voit ce qu'on fabrique. Parce qu'il n'a pas d'état d'âme, c'est lui qui s'en sort. Oui, absolument. Parce que Manuel Valls pense qu'il vaut mieux, qu'il est plus dur, plus intègre que ce qu'il peut faire dans l'action. Et c'est quelqu'un qui s'est préparé pendant des années, presque en chambre, quand on fait de la musculation en chambre, à être un gouvernant. Il avait appris la manière de parler d'un gouvernant avant de l'être. Il est le loup. Le loup, Arnaud Montebourg est le chien, oui. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Montebourg. Montebourg considère que lui, il est le loup, Arnaud, le loup libre. Donc Arnaud Montebourg est le loup ou c'est Manuel Valls le loup? Pour Arnaud Montebourg, qui me l'a dit, qui me citait la fable de La Fontaine de loup et le chien, Arnaud Montebourg considère que lui, Montebourg, est le loup, libre et indépendant, alors que Manuel Valls serait le chien, serviteur docile de Hollande ou du libéralisme. C'est des postures, c'est assez facile. À un moment donné, c'est pas exactement ça ce qui se passe. Vous avez un président de la République qui, pendant des années, François Hollande, a été l'homme qui empêchait tous les débats à l'intérieur de la famille socialiste, qui faisait comme si. L'aboutissement, c'est sa campagne présidentielle. On ne fait rien. À un moment donné, ce président est tellement faible qu'il a besoin d'un homme fort, ou en apparence fort. Manuel Valls, il l'installe presque contre lui. La histoire devient tragique et devient réelle. Tout ce que je raconte, c'est-à-dire
les années de maturation et de frustration de gens qui n'ont rien accompli en politique basculent. À l'automne dernier, quand il y a un mort dans des manifestations écologistes dans le Tarn, bascule encore plus depuis les attentats de Paris en janvier. Et là, brusquement, Manuel Valls, qui est le seul qui avait survécu, se retrouve confronté à une réalité dramatique et tragique. Il devient adulte. Il est le seul à être, à 52 ans, devenir adulte. Tous les autres, regardez Montebourg qui se promène. Alors justement, Arnaud Montebourg, vous dites l'adolescence est l'âge éternel d'Arnaud, cette griserie joyeuse et dépressive. Vous en faites un lâche aussi, hein, non, il n'est pas très courageux. Pas très courageux, Arnaud Montebourg, quand on vous lit. Il ne se bat pas, vous dites, hein, mais il a appris à être cruel, mais c'est un éternel adolescent. Je suis comme lui, c'est l'humanité. C'est un éternel adolescent, en tout cas. Mais si l'humanité masculine se divise entre ceux qui sont capables de foutre leur poing dans la gueule à quelqu'un et ceux qui n'en sont pas capables, pour plein de raisons, d'être humanistes, Arnaud Montebourg n'est pas capable de se battre physiquement. Grande gueule, beau, magnifique, inventif, drôle, des mots, plein d'idées, mais aucune constance. Et à un moment donné, quand la bagarre arrive, il perd systématiquement. Valls l'explose en 10 minutes en août dernier, mais dans la vie antérieure d'Arnaud Montebourg à l'intérieur du Parti socialiste, à chaque fois qu'on en revenait à la bagarre, il perdait. C'est ainsi, c'est comme ça. Ça ne lui retire pas l'intelligence. C'est pas de la lâcheté. Le bonheur, vous dites que lui, il connaît le bonheur. Il a été heureux, Arnaud Montebourg, avant de faire de la politique. Il a été un jeune avocat. Peut-être heureux aujourd'hui, maintenant qu'il va enseigner à Princeton quelques cours d'économie. S'il admet qu'il n'est pas fait pour la politique et s'il admet vraiment que c'est terminé, que ça n'existe pas et qu'en réalité il n'aurait pas dû faire ça et qu'il y a plein d'autres manières de vivre son temps, son époque et sa vie, il y arrivera, c'est tout le mal que je lui souhaite. En politique, c'était une erreur et beaucoup plus embêtant, un bluff. Ce que je raconte par exemple sur l'affaire Alstom, on a fait croire aux Français pendant 8 à 9 semaines que peut-être les Allemands de Siemens allaient racheter l'entreprise française. C'était pas vrai. On a raconté des histoires parce qu'il fallait accommoder l'existence d'Arnaud. C'est un bluff, donc est-il plus proche d'Emmanuel Macron, Arnaud Montebourg, que ce qu'on voudrait croire ? Macron, qui est infiniment plus jeune que lui, 17 ans, est infiniment plus dur que lui. Il a mouché à plusieurs reprises dans des réunions internes, notamment à l'Élysée. Macron est sans état d'âme. Il est d'une génération qui n'a pas d'état d'âme. Ils n'ont vu qu'à arriver et à être là. Ont-ils une vision très différente sur l'économie, Arnaud Montebourg et Emmanuel Macron? Il le remet à sa place plusieurs fois, vous le dites dans votre livre, en disant on n'est plus au Venezuela ici, en parlant de la... Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg a eu des visions successives de la société. Il a souvent eu raison de l'insurrection, on va dire, démocratique contre des pouvoirs installés. Il avait raison de dire que la gauche, sous Jospin, aurait dû attaquer Chirac de manière beaucoup plus virulente. Il a souvent eu raison politiquement. Vision d'économie, non, il n'y en a pas. Il réapprend aujourd'hui ce que disent des gens parfaitement estimables, hein, Stiglitz et d'autres, que la rigueur, que l'austérité sont une erreur qu'il faudrait relancer. C'est pas très original, c'est pas très faux. C'est très minoritaire. Macron, c'est autre chose. Il est spontanément libéral sans se poser de questions. Il a parfois une espèce de surplomb curieux. L'affaire des ouvrières de Gade, vous vous souvenez le surplomb n'était pas tellement le moment où il disait à El Kabash dans une interview, c'est embêtant, elles ne trouveront pas de boulot, elles sont illettrées. C'était beaucoup plus embêtant quand il était allé chez Gade et qu'ayant vu ces ouvrières, il avait dit « ce sont de belles personnes, je suis fier d'elles ». De quel droit un ministre serait fier de gens qui ont perdu leur boulot? C'est très en surplomb, mais il ne se pose pas cette question. Montebourg est plus fragile, Montebourg est plus friable, Montebourg est plus grande gueule, mais en même temps beaucoup plus atteint. Ce sont des gens qui humainement sont intéressants, tous autant qu'ils sont. Hein. Payon, Montebourg, Hamon, qui a aussi des fidélités, Valls, mais qui à un moment donné, je vous dis, se sont perdus en politique. Sauf le plus dur, sauf Manuel Valls, il est là. Il est là. Alors tous détestent François Hollande, hein, ce que vous dites, de manière différente. Ne l'estime pas. Ça vous va comme litote? Ne l'estime pas. Ne l'estime pas. Montebourg, ça l'a rendu dingue. Montebourg, ça l'a rendu dingue. Il était ministre d'un homme, François Hollande, qu'il ne supportait pas, dont il disait du mal partout. À un moment donné, ça rendait fou. Valls, c'est beaucoup plus sur le quant à soi. De temps en temps, il y a des rictus, de temps en temps, il y a du body language qui trahit. C'est pas le sujet de Valls. Valls, c'est un pragmatique. Donc il n'y a pas d'estime particulière pour Hollande, ce que je dis ça est une litote. En même temps, il y a la reconnaissance, notamment de la part de Valls, que c'est lui qui a gagné. C'est Hollande, l'homme qui ne disait rien, l'homme qui n'exprimait rien, l'homme du juste milieu, l'homme qui est tiède. Dieu vaut mille et tiède, paraît-il, disaient à peu près les évangiles. C'est pas vrai. La France choisit les tièdes. Donc leur question à tous ces gens-là qui étaient abrasifs et bouillants, c'est comment faire en sorte quand on est nommé par l'homme qui est tiède et qui a de la chance. Mais effectivement, il n'y a aucune estime politique. Les attentats de Paris, donc évidemment c'est arrivé après la publication de votre livre. Claude, François Hollande dit qu'il a changé. Ses rapports avec Manuel Valls ont-ils changé? Il y a forcément quelque chose qui se passe quand deux hommes, trois en réalité, n'oublie pas le troisième, Bernard Cazeneuve, il y a un triptyque au sommet de l'État,
Qui ressort d'ailleurs comme le personnage fort à la fin de votre livre. Hein, tout d'un coup, c'est étonnant. Hein. Il a le même âge, il était à Sciences Po en même temps que Montebourg. Il n'apparaissait pas. Il n'est pas dans la génération perdue où il s'en sort mieux que les autres. C'est étrange. Bernard Cazeneuve. Il est allé, c'est drôle l'histoire de le dessin de Bernard Cazeneuve, celui qui n'était pas flamboyant, celui qui est allé s'implanter en Normandie parce qu'il était proche de Fabius et qui a demandé par simple solidité, par absence de jactance, la posture, l'ego sont les mots de cette génération. Bernard Cazeneuve en était apparemment dépourvu et il revient aujourd'hui. C'est révélé avec les attentats de Paris, Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce qui a changé ? Il fait les choses dans les règles. Il n'y a pas un mot de trop. Il est dans le respect des procédures. Il est extrêmement rassurant de ce point de vue-là. Extrêmement rassurant par son absence même de flamboyante. Et les rapports entre Hollande et Valls ? Je vous dis, on ne traverse pas ce genre de choses forcément ensemble, à trois. Hein. Cazeneuve, Valls et Hollande, sans que des choses soient modifiées, même chimiquement. Ça ne retire rien à l'histoire antérieure. C'est un clin d'œil absolument ironique et tragique et presque odieux de l'histoire qu'il faille ce genre de choses. Ça ne transforme pas profondément ce qu'est François Hollande politiquement, c'est-à-dire un homme du juste milieu qui a été conduit presque malgré lui à devoir mettre en place une politique réelle. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais elle est réelle. Ça ne change pas profondément ce qu'Emmanuel Valls, un homme qui a survécu à toutes les avanies de sa génération, pour, par la faiblesse du président qui a été forcé de le nommer, apparaître comme quelqu'un de novateur. Dernière chose quand même, hein, dans le bluff qui caractérise cette génération. On met à part la violence des attentats. Quand Manuel Valls proclame son amour de l'entreprise, son libéralisme, son adaptation de la gauche au réel fût sécuritaire, on nous ressort des vieilles lunes, pardonnez-moi d'avoir 52 ans, qu'on entend depuis les années 80. Cette fois, il l'assume. C'est peut-être ça la différence. Mais ils l'ont toujours, pardonnez-moi, ils l'ont toujours assumé. L'absence de mémoire politique de ce pays, l'absence de culture politique, y compris de nous, hein, les médias, fait que Manuel Valls, quand il n'exprime que ce que disaient les rocardiens, les deloristes et d'autres sécuritaires avant lui, apparaît comme étant radicalement nouveau. Vous êtes un déçu de ces quinquas ? Non, parce qu'il n'y a pas d'affect là-dedans. Il y a de l'empathie, il y a de la compréhension. Il y a la compréhension du ratage d'une génération. La grande aventure de ma génération, quand elle est en politique, c'est SOS Racisme, dont on voit que c'est devenu pas grand-chose. C'est une génération qui a raté l'occasion de poser son empreinte sur son époque. Peut-être les jeunes gens, hein, les Macron et les autres, seront-ils les tenants d'un libéralisme pur et dur à gauche. Peut-être Hollande aura-t-il fait quelque chose. J'en doute, sauf si le hasard des circonstances. C'est une génération qui s'est ratée, qui n'a pas imprimer ce pays. Le seul, je vous dis, là, maintenant, mais parce que les circonstances le font, c'est Valls. Et encore, je suis éventuellement. Voilà, éventuellement. Merci. Claude Oskolovic, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous sur France 24.